en fait, c'est le roman idéal que j'aimerais trouver sur les tables des libraires. Quand j'écris, quand je travaille, je ne pense pas à mes lecteurs, je ne pense pas à la critique non plus, aux journalistes. J'écris juste je l'ai dit souvent, hein, j'écris les livres en tant que lecteur, parce que je suis lecteur avant d'être auteur. Et en tant que lecteur, j'ai envie de lire, quoi. Au fond, je mets dans mes romans tous les ingrédients que moi, en tant que lecteur, j'aime trouver dans un roman. C'est comme ça que je fonctionne. J'imagine que vous êtes fier aussi d'être connu et publié dans beaucoup de pays du monde entier, même hors francophone. Ah oui, complètement. Ouais, on en a 27 langues aujourd'hui, donc si on compte l'espagnol et l'anglais, ça doit faire une 50aine de pays, c'est-à-dire en fait le monde entier. Moi, j'ai déjà été en Afrique du Sud où mes livres sont bien distribués. C'est le cas, comme je l'ai dit, dans plein de pays d'Europe, mais c'est aussi le cas en Amérique du Sud. J'ai eu la chance de parler l'espagnol, d'être bilingue, donc de pouvoir aller faire des festivals en Argentine, en Colombie, au Mexique, etc. Après, être publié, c'est une chose, être traduit, c'est une chose, être lu, c'en est une autre. Est-ce que c'est pas difficile de trouver l'inspiration sans empiéter sur, on va dire, les traces des anciens? Alors oui, oui et non, ça se complique évidemment parce que mes lecteurs me connaissent. Ce qui se complique, c'est surtout le fait que dans ce genre de roman, de thriller, il y a aussi un jeu du chat et la souris avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de lui proposer des fausses pistes. Chaque fois qu'il a l'impression de savoir quelque chose, on lui tire le tapis sous les pieds. Et à la fin, il y a toujours un twist ou quelque chose qui fait que le lecteur se dit « Ah oui, ça, je ne l'avais pas vu venir ». Alors le lecteur, il est assez pervers parce qu'il essaie de découvrir le coupable. Il a envie de découvrir le coupable avant la fin, mais s'il le découvre, il va vous reprocher de ne pas avoir fait votre boulot correctement. Donc il faut toujours le surprendre, il faut toujours l'amener dans une direction qu'il n'avait pas prévue. Et mes lecteurs, comme tous les lecteurs qui sont des aficionados d'un auteur ou d'un autre, me connaissent de mieux en mieux. Et donc, ils se doutent un peu, ils connaissent mes trucs, ils connaissent mes astuces, les pièges que je leur tends. Donc, à chaque fois, il faut trouver des choses nouvelles pour les surprendre, pour faire qu'à la fin, ça, je ne m'attendais pas à ça. Et quand on a des lecteurs fidèles comme je les ai, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, évidemment. Les lecteurs nouveaux qui me découvrent, c'est beaucoup plus facile, évidemment, même si ce sont des lecteurs de polar, donc ils connaissent un peu les astuces et les trucs. Et en même temps, il y a aussi mon univers auquel je reste fidèle, et puis il y a aussi ces personnages récurrents que j'ai, puisque moi j'ai deux personnages récurrents maintenant. Un, c'est Martin Servaz, l'autre, c'est Lucia Guerrero, en fonction des histoires, et dans le prochain, ça sera Martin. Et Martin, il traîne ce bagage qui s'alourdit de roman en roman, il y a son fils adoptif, son fils qu'il a découvert tardivement, mais qui est Gustave. Il y a Léa, sa compagne, qui va rentrer d'Afrique. Il y a tout un tas de personnages autour, il y a sa vie personnelle. Et tout ça, il faut en tenir compte à chaque roman. Il y a aussi des personnages qui peuvent revenir d'un roman à l'autre. Il faut bien préciser pour les lecteurs nouveaux que les choses sont faites de telle façon qu'on peut commencer à entrer dans mon univers, commencer par n'importe quel roman, n'importe quelle enquête. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les romans précédents. C'est fait de telle sorte que même le lecteur qui n'a rien lu avant ne va pas être perdu, évidemment, quand il va lire l'enquête, parce que les enquêtes sont indépendantes. Chaque enquête éclose à la fin des romans, justement de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de lire les précédents pour lire le nouveau. Néanmoins, moi, je dois tenir compte aussi des lecteurs, comme je dis, des lecteurs fidèles, des lecteurs qui ont tout lu. Et ils n'ont pas envie qu'on leur répète des choses qu'on a déjà dites avant sur certains personnages, sur Samira Chung, sur tous les Julian Herman, etc. Donc je dois à la fois tenir compte des uns et des autres. Et pour revenir du coup au livre Les Effacés, est-ce que vous pourriez le résumer avec vos propres mots? Alors c'est toujours difficile de demander à un auteur de pitcher son roman parce qu'on est vraiment les meilleurs pour le faire. Moi je dirais qu'en fait déjà c'est un roman avec Lucia Guerrero, donc on retrouve Lucia qu'on avait découverte dans le roman du même nom. Lucia Guerrero, qui est une enquêtrice de la Guardia Civile, qui est une femme dans la quarantaine, qui est quelqu'un de cash, de pugnace, de coriace, mais aussi, je pense, très attachante. Et cette fois-ci, elle est confrontée non pas à une enquête, mais à deux, non pas à un tueur, mais à deux. Un qui, en Galice,
kidnappe sur le chemin du travail des femmes qui se lèvent très tôt, des femmes qui se lèvent avant tout le monde, justement pour que la société soit en place quand les gens comme moi se lèvent et se réveillent. Ces femmes qui sont un peu invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour que tout tourne, la société tourne rond et qui se lèvent avant les autres. Donc on a ce mystérieux personnage qui les kidnappe justement quand elles sortent de chez elles pour aller travailler et qui rend leur corps, leur cadavre 5 jours plus tard, qui sur une plage, qui dans un champ, etc. Et parallèlement à ça, à Madrid, on a un tueur qui s'en prend aux ultra riches, c'est-à-dire aux plus grandes fortunes d'Espagne. La première étant Marta Milán, la 9e fortune espagnole, une femme extrêmement riche, et qui on trouve dans son penthouse au centre de Madrid avec ce message, son cadavre suspendu au lustre avec ce message sur le mur tuant les riches. Et donc Lucia, qui se trouvait en Galice pour enquêter sur ces femmes qui disparaissent, est appelée en urgence à Madrid et on lui demande de se pencher en priorité sur ce tueur de riches en quelque sorte, parce que pour les autorités, avec ce message en plus tuant les riches, pour les autorités, pour sa hiérarchie, y compris, ça remonte jusqu'au ministre de l'Intérieur, la priorité, elle est là, même si Lucia, elle aimerait tout autant enquêter sur les femmes qui disparaissent en Galice. Et donc, elle est complètement schizophrène, complètement déchirée entre ces deux enquêtes. Une qui concerne des personnes tout à fait invisibles, d'autres qui concernent les gens les plus riches d'Espagne et au contraire les plus visibles. Je voulais montrer la différence de traitement entre les deux. D'un côté, on parle de ces gens qu'on voit tout le temps, qui sont dans la presse people, que les Espagnols appellent la prensa amarilla, la presse jaune. Chez nous, c'est les tabloïds, c'est la presse people. Et ces gens qu'on voit tout le temps. Et puis de l'autre côté, on a ces femmes finalement qui sont totalement invisibles. Je crois qu'il y a un personnage qui dit à un moment donné, c'est comme si vous avez un acteur ou quelqu'un de très connu qui meurt un jour et que le même jour, vous avez 100 migrants qui sont noyés dans la Méditerranée, et on va parler plus de cette seule personne qui vient de mourir et que tout le monde connaît que des 100 migrants. Et là, c'est pareil, il y a un déséquilibre, une asymétrie totale entre la façon dont les deux enquêtes sont gérées, alors que Lucia, pour elle, les deux enquêtes ont la même importance, mais ce n'est pas le cas pour sa hiérarchie. Vous êtes allé justement sur place pour trouver plein d'informations, donc j'imagine qu'il y a des éléments réels, mais vous avez aussi sorti des éléments de votre imagination. Oui, de toute façon, la pure imagination, ça n'existe pas. La pure imagination, l'imagination, ça part toujours du réel, ça part toujours de la réalité. Je le dis souvent, le premier travail de nous autres romanciers, c'est de s'emparer du réel, c'est de lui ouvrir le ventre, c'est de lui sortir les tripes. Et donc, pour faire ce travail sur le réel, il faut évidemment bien le connaître. C'est la première responsabilité qu'on a. On est auteur de fiction et il ne faut pas s'imaginer que le fait qu'on écrive justement des fictions, des romans, ça nous donne tous les droits. Au contraire, moi, de mon point de vue, ça nous donne une responsabilité supplémentaire vis-à-vis du lecteur, parce que le lecteur nous fait confiance. Le lecteur estime qu'on sait de quoi on parle, et donc on doit savoir de quoi on parle. Donc je me suis rendu en Galice, évidemment. J'ai été sur tous les lieux que je décris dans le roman qui est là-bas, qui ne sont pas des lieux pour les touristes, qui sont des lieux... je suis rentré dans les foyers, j'ai rencontré des gens qui vivent sur place. Même le petit village totalement abandonné où il y a une seule maison qui est occupée, tout le village en ruine au milieu de la forêt, là-haut dans les montagnes, dans les collines, qu'on atteint par une espèce de piste et tout d'un coup qui est un lieu important à la fin du livre. Ce village abandonné, même ce village abandonné existe, il est tel que je l'ai décrit. Même ce village, je ne l'ai pas inventé, c'est un lieu réel. Et d'ailleurs, si on suit vraiment pas à pas le roman, on peut y arriver soi-même. Et j'ai fait la même chose à Madrid, évidemment. J'ai fait la même chose à Cuenca, qui est une ville extraordinaire, sur un piton rocheux entre deux gorges très anciennes, parce que ça date de l'occupation arabo-musulmane et de la Renaissance, la Conquista, cette ville vertigineuse avec ses maisons suspendues sur ce piton rocheux. Je m'y suis rendu aussi. Évidemment, le musée d'art abstrait existe aussi. Et puis, non seulement ça, mais j'ai été à la rencontre des collègues de Lucia, en quelque sorte, puisque Lucia travaille pour un service très spécialisé de la Guardia Civile qui s'appelle l'UCO, la UCO, qui est l'unité centrale opérationnelle, qui sont vraiment des gens très pointus,
qu'on envoie sur des enquêtes très complexes, des enquêtes criminelles, dans toute l'Espagne en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on les envoie partout en Espagne quand il y a une enquête difficile, quand les enquêteurs, les polices judiciaires sur place n'arrivent pas à avancer, et ben ce sont eux qui prennent le relais en général. Et donc ce service existe, son siège est dans la banlieue de Madrid. Et ben, je me suis rendu sur place, ils m'ont reçu, je les ai rencontrés, je les ai interviewés, j'ai vu leur bureau, j'ai vu aussi leur méthode de travail, et on a échangé sur tous les aspects du roman où ils interviennent. On a échangé pour vérifier que ça collait à la réalité, que ça pouvait vraiment se passer comme ça. Et après, effectivement, moi, je fais un travail d'imagination parce que mes scènes de crime souvent sont assez extravagantes, assez extraordinaires. Et donc, ça, évidemment, c'est là où ça s'écarte le plus du réel. Mais pour ce qui est du travail de la police ou de la Guardia Civile, en l'occurrence, j'essaie effectivement de coller autant que possible à la réalité. De temps en temps, il peut m'arriver de m'en écarter pour les besoins de la fiction. Néanmoins, si je m'en écarte, c'est consciemment. C'est parce que c'est pas par ignorance. C'est parce que c'est par nécessité. Moi, j'estime qu'on doit savoir de quoi on parle. Même dans des petites choses. Dans Nuit, par exemple, au début de Nuit, il y a ce personnage de Kirsten Nygaard qui est une enquêtrice norvégienne. Ensuite, Servaz va enquêter avec elle, mais au départ, les 50 premières pages de Nuit se passent en Norvège, 50 sur 500. Donc une scène dans un train de nuit entre Oslo et Bergen, qui est le prologue, je crois, si ma mémoire est bonne. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour écrire cette scène-là? J'aurais pu me contenter d'aller sur Google. Hein. Non, je suis allé là-bas, j'ai pris le train, je suis envolé pour Oslo, j'ai pris le train entre Oslo et Bergen, je l'ai pris la nuit. J'ai fait exactement le même parcours que Kirsten Nygaard. J'ai été dans cette église où est la première scène de crime à Bergen, etc. J'ai parlé avec des gens sur place. Voilà, j'ai essayé de coller autant que possible à la réalité. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du succès aujourd'hui en Norvège, parce qu'effectivement, eux-mêmes se reconnaissent dans ce que j'écris. De la même manière, le premier Lucia, qui est paru il y a 2 ans, est ici, qui est déjà traduit en Espagne. Le premier Lucia a été optionné par une grande maison de production espagnole, sans doute pour Netflix ou pour Amazon Prime, pour une plateforme, parce qu'ils ont déjà fait plusieurs séries pour eux. Et ça va devenir une série espagnole avec des acteurs espagnols, puisque ça se passe en Espagne. Donc là, c'est pareil. J'imagine que si c'était pas crédible, si ça avait été écrit à partir de Google et que très vite quelqu'un là-bas se rendait compte que ça tient pas la route, que c'est que des clichés vus par un auteur français, ils n'auraient pas choisi de l'adapter, d'en faire une série espagnole avec des acteurs espagnols. Ça prouve que c'est peut-être la première série espagnole avec des acteurs espagnols qui se passe en Espagne qui aura été écrite par un auteur français, je veux dire. Et donc ça, c'est la plus belle des récompenses pour moi. Oui, carrément. Et donc c'est en cours de production ou c'est encore C'est en production, ouais. Ouais, donc, alors, on a déjà le showrunner qui est et le scénariste qui est un des plus capés là-bas, puisqu'il a eu 3 Goya du meilleur scénario. Les Goya en Espagne, c'est l'équivalent des Césars chez nous. Donc c'est quand même un très très bon scénariste, espagnol aussi évidemment. Donc en fait, toute la chaîne de production et de réalisation et de création sera espagnol de A jusqu'à Z. C'est juste que le gars qui a écrit l'histoire est français, quoi. Et vous allez assister au tournage? Alors, je sais pas, je dois rencontrer le showrunner. Je sais pas quand, il faut que j'en reparle, hein, parce qu'on avait décidé que je le rencontrais, surtout pour parler du personnage de Lucia, j'imagine, pour poser les bases de la chose. Après, je sais, ça dépendra si j'ai la possibilité de le faire ou pas. Oui, j'aimerais bien assister au tournage. J'avais assisté du reste à une journée de tournage, puisque j'ai eu un roman qui a été adapté déjà, c'est Glacé, le premier, qui était devenu une série, d'abord sur M6, puis sur Netflix. J'avais assisté à une journée de tournage de Glacé, oui, avec Charles Berling dans le rôle de Servaz. Oui, j'aimerais bien, oui, parce qu'en plus, c'est intéressant de voir comment ils travaillent côté espagnol, puisqu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont amateurs de séries savent qu'il y a beaucoup de séries espagnoles sur les plateformes, en particulier sur Netflix, sur Amazon, etc. Donc c'est quand même, voilà, aujourd'hui, ils ont vraiment un écosystème dans la télévision, etc., qui est très important, avec des gens formidables, très créatifs, avec beaucoup
et de formidables acteurs aussi. Après, je ne sais pas qui fera le rôle de Lucia, on verra. D'accord. Moi, j'aimerais bien que ça soit celle qui fait Tokyo à la Casa des Papel, même s'il est un peu plus jeune que dans le livre. Et toute l'inspiration ou les idées, vous les trouvez où dans ce cas? Partout. Okay. En fait, je veux dire, il faut être... En fait, je le dis souvent, mettez-vous des premières idées qui vous viennent à l'esprit. C'est ce que je dis aux écrivains débutants, parce qu'il m'est arrivé de faire une masterclass. Méfiez-vous des premières idées que vous avez, même si vous avez l'impression qu'elles sont géniales. Réfléchissez à 2 fois, parce qu'en général, il y a beaucoup de chances que ce soit des clichés ou des idées que d'autres ont eues avant vous. Cherchez des idées encore meilleures, et encore meilleures, jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'idée, avec un I majuscule. Parce qu'en fait, pour moi, le processus de l'imagination, c'est comme un muscle, en fait. Plus vous la faites travailler, meilleure elle est. Plus vous cherchez des idées, meilleures elles seront. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je vais attendre que les idées arrivent. Non, au contraire, il faut aller les chercher, les idées. Il faut les traquer, il faut les débusquer. Et ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de chercher des idées. Vous aurez plein d'idées qui ne sont pas terribles, hein. Ça nous arrive à tous. Des idées où on se dit, non, ça, c'est pas. Et puis, mais plus on en cherche, plus finalement, il doit y avoir quelque chose de neuronal là-dedans. Plus le cerveau, les connexions dans le cerveau doivent s'organiser, se faire en fonction justement, en privilégiant cette recherche d'idées, donc d'imagination. Et je pense que l'imagination, c'est comme le sport, hein. C'est plus on s'entraîne, plus meilleur on est. Et au début, on n'aura pas forcément des idées extraordinaires, mais plus on va en chercher, meilleures elles seront, quoi. Et on s'améliore avec le temps, c'est évident, avec le travail, avec l'assiduité. Avec le temps, le travail, et puis oui. Pour moi, c'est ça l'imagination. On est tout le temps en train de chercher des idées. Matin et soir, moi, je suis tout le temps en train de penser. Et n'importe quelle situation peut me donner une idée, finalement. Je sens qui n'est pas forcément ce que j'avais prévu au départ. Voilà, je me trouve sur un bateau, tout d'un coup, je vais avoir l'idée de quelqu'un qui se noie ou qui tombe, et ainsi de suite. Hein. Ou dans un avion, ou n'importe où, en fait. Les idées peuvent venir de partout. C'est justement le fait dans une situation donnée, d'imaginer l'extraordinaire dans une situation ordinaire. Et oui, les idées viennent de partout. Ça peut être une information que j'ai entendue à la télé, ça peut être quelque chose que j'ai lu, ça peut être quelque chose que j'ai entendu, une scène à laquelle j'ai assisté. Il y a tout un tas de choses qui peuvent faire naître des idées. Je pense que c'est le fait d'être... c'est la curiosité qui compte, et c'est le fait d'être tout le temps en quête, tout le temps ouvert, tout le temps attentif, tout le temps en train de chercher. Et en fait, on finit par regarder le monde avec un œil différent de la plupart des gens. On a toujours cet état d'esprit-là, qui est de se dire, est-ce que ça pourrait me servir ou pas? Merci beaucoup. Et avec plaisir. À bientôt, peut-être. Merci à vous.